Aujourd'hui, on va essayer de traiter l'anatomie descriptive du nerf facial. Pour ceci, on va suivre le plan suivant. Introduction, origine réelle et apparente, trajet et rapport du nerf facial, branche terminale et branche collatérale, et puis conclusion. En guise d'introduction, le nerf facial, c'est un nerf principalement moteur. C'est le nerf de la mimique et c'est la 7e paire crânienne. En plus de sa fonction motrice, le nerf facial assure l'innervation de la glande salivaire et des glandes lacrymales assurant une fonction végétative. La fonction sensitive du nerf facial est assurée par le nerf 7 bis, qui assure la sensibilité de la région de Ramsay-Hunt. Et sa fonction sensorielle est assurée par la corde des tympans qui est responsable de la gustation de la langue en avant du V lingual. L'origine réelle du nerf facial se situe au niveau des pons. Il s'agit de noyaux situés au niveau du plancher de 4e ventricule et ils sont en nombre de 4. Un noyau moteur, un noyau sensitif et deux noyaux végétatifs. Il s'agit du noyau salivaire supérieur et le noyau lacrymal. Ces noyaux vont donner des fibres motrices sensitives et sensorielles qui vont immerger au niveau du sillon bulbopontique entre le nerf auditif en dehors et le nerf oculaire moteur externe en dedans. Après son émergence, le nerf facial va cheminer dans l'angle pontocervelleux entre le pont et le cervelet, puis il va quitter la boîte crânienne en pénétrant dans la partie pétreuse de l'os temporal à travers le méa acoustique interne. Lors de son trajet dans la pyramide pétreuse, le nerf facial présente à décrire 3 portions. La première portion, c'est la portion labyrinthique qui est horizontale et perpendiculaire à l'axe du rocher. La deuxième portion, c'est la portion tympanique qui est horizontale et parallèle à l'axe du rocher. Entre ces deux portions se trouve le genou du nerf facial. La troisième portion, c'est la portion mastoïdienne qui est verticale et perpendiculaire à l'axe du rocher et séparée de la portion tympanique par ce qu'on appelle le coude. Lors de son trajet intrapétreux, le nerf facial occupe la partie supérieure et interne du paquet acoustico-facial. Toujours lors de son trajet intrapétreux, le nerf facial donne des branches collatérales. Au niveau du ganglion géniculé, il donne le nerf grand et petit pétreux. Le nerf grand pétreux est responsable de la régulation de la sécrétion lacrymale, puis il donne le nerf du muscle de l'étrier qui est responsable du réflexe stapédien. Au niveau de sa portion mastoïdienne et avant de sortir de la pyramide pétreuse par l'orifice stylomastoïdien, il donne la corde du tympan, qui est responsable de la régulation de la sécrétion salivaire de la glande submandibulaire et sublinguale et de la gustation en avant du V lingual. Le nerf facial quitte la boîte crânienne à travers l'orifice stylomastoïdien où il va se placer entre le muscle digastrique en arrière et le muscle stylohyoïdien en avant. En extracrânien, il donne des branches collatérales qui sont le rameau auriculaire interne et postérieur et le rameau lingual, puis se dirige vers la glande parotide. Au niveau de la glande parotide, il se divise en deux branches terminales qui sont la branche temporofaciale et la branche cérvico-faciale à la manière d'un feuillet dans un bouquin. Les deux branches terminales vont donner 5 rameaux terminaux qui sont de bas en haut le rameau cervical, puis mentonnier, buccal, zygomatique et temporofrontal. Ces rameaux terminaux vont assurer l'innervation motrice des muscles poussiers de la face, permettant ainsi ce qu'on appelle la mimique. Le nerf facial assure la sensibilité du conduit auditif externe et de la conque du pavillon de l'oreille à travers le 7 bis. L'exploration radiologique du nerf facial se fait par la TDM de rocher fenêtre osseuse en coupe coronale qui va visualiser les deux portions avec la portion labyrinthique en dedans et la portion tympanique en dehors qui est la deuxième portion et qui chemine dans la paroi médiane de l'oreille. La paralysie faciale périphérique se distingue de la paralysie centrale par la présence du signe de Charles-Bell qui correspond à la capacité de fermer l'œil du côté paralytique, associé à une élévation réflexe du globe oculaire.